Et si nos pensées pouvaient littéralement façonner notre réalité? S'il existait comme ça, sous nos yeux, un principe fondamental qui détermine le succès, la richesse, le bonheur, c'est en tout cas la promesse hyper audacieuse d'une idée qui a captivé des millions de personnes. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, tout part de là. Cette simple phrase tirée du phénomène mondial Le Secret, elle est au cœur de tout. Et c'est une affirmation quand même assez folle. Il y aurait une loi aussi puissante que la gravité qui gouvernerait nos vies. Mais alors, est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que c'est une sorte de clé universelle pour avoir tout ce qu'on veut? Ou est-ce qu'il y a des nuances, peut-être même des dangers derrière cette promesse qui fait rêver? C'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre, commençons par le début. La promesse, l'idée dans sa forme la plus pure. Qu'est-ce qui, au fond, a bien pu séduire autant de monde? En fait, le concept de base est d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est que l'univers ne répond pas tant à nos actions, mais plutôt à nos pensées. En gros, ce qu'on projette dans sa tête, on finit par le recevoir dans la vraie vie. Et la mécanique qui se cacherait derrière tout ça, elle est assez fascinante. D'après les adeptes, nos pensées ne sont pas juste des petits processus dans notre cerveau, non, ce seraient des signaux de l'énergie qu'on enverrait dans l'univers. Tu penses richesse, hop, tu te branches sur la fréquence de l'abondance. Tu penses problème, eh bien, c'est ce que l'univers va te renvoyer. Et attention, hein, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle plongeait ses racines à la fin du 19e siècle, bien avant d'exploser en 2006 avec Le Secret. Et aujourd'hui, elle a eu droit à un petit relooking pour l'ère numérique sous le hashtag manifesting. Ça a carrément transformé une philosophie en une véritable industrie. Ok, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, les adeptes proposent un processus en 3 étapes, qui se veut très clair. Alors, voilà la fameuse méthode. D'abord, il faut être hyper clair, savoir précisément ce qu'on veut. Ensuite, la foi, mais une foi absolue. Il ne s'agit pas juste d'espérer, mais de vivre comme si notre désir était déjà une réalité. Et enfin, l'ouverture émotionnelle. Il faut se mettre dans l'état de joie de la réception, pour que l'univers puisse, disons, livrer le colis. Et pour certains, les résultats sont spectaculaires. Ce témoignage, il illustre parfaitement l'étape du croire. En visualisant son désir, Alexandre a agi comme si cette relation était non seulement possible, mais carrément inévitable. Pour lui, la coïncidence qui a suivi, eh bien, ce n'en était pas une. Jusque-là, la promesse est belle, on est d'accord. Mais c'est le moment de prendre un virage. Parce que cette philosophie, quand on la pousse à l'extrême, elle soulève de sérieuses critiques. Allez, on passe de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui, dans cette fameuse loi de l'attraction, peut vraiment poser problème? Là, on touche sans doute au point le plus controversé. Cette citation, elle vient tout droit du film Le Secret, et elle suggère qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, y compris les pires tragédies. C'est cette idée qui peut faire basculer une philosophie de vie en un mécanisme qui culpabilise les victimes. Et pour paraître plus crédible, la loi de l'attraction adore emprunter son vocabulaire à la science. On entend parler de fréquences, de vibrations, on cite même la physique quantique. Mais la question c'est, est-ce que cet habillage scientifique tient la route? C'est ici qu'intervient le mot pseudoscience. Ce que les critiques soulignent, c'est qu'aucune étude scientifique sérieuse n'a jamais prouvé que les pensées pouvaient influencer la matière de cette façon. Utiliser des termes scientifiques serait donc plus une stratégie de communication qu'une véritable réalité physique. Et là, on touche à une distinction hyper importante, qui est peut-être la principale dérive. Il y a une différence énorme entre un optimisme sain, qui nous aide à avancer, et ce qu'on appelle la positivité toxique. Le premier nous ancre dans la réalité tout en nous donnant de l'espoir. L'autre, au contraire, nous pousse à nier cette réalité et, pire, à se sentir coupable de ressentir de la colère ou de la tristesse. Des émotions qui sont pourtant humaines et nécessaires. Alors, la question devient évidente. Malgré toutes ces controverses, tous ces dangers potentiels, pourquoi est-ce que cette idée continue de fasciner et de séduire autant de monde? Eh bien, la réponse, elle se trouve peut-être moins dans les étoiles que dans notre propre cerveau. En fait, notre cerveau est un peu câblé pour chercher des schémas partout. Si on croit à la loi de l'attraction et qu'on pense très fort à trouver une place de parking, on va surtout se souvenir de la fois où ça a marché, en oubliant toutes les autres. C'est le biais de confirmation. Pareil, si on trouve un billet par terre juste après avoir fait un rituel pour l'argent, notre cerveau va faire un lien de cause à effet, même s'il n'y en a aucun. Finalement, le point crucial, c'est peut-être celui-ci. Face à un monde incertain, une crise économique, une pandémie, l'idée qu'on peut contrôler notre destin par la simple force de nos pensées, c'est incroyablement rassurant. C'est un refuge psychologique très très puissant. Alors, comment on conclut? Comment on réconcilie cette promesse inspirante et ces critiques qui sont tout à fait légitimes?
Cette distinction, faite par la spécialiste Elizabeth Feitit, elle est fondamentale. Présenter la loi de l'attraction non pas comme une vérité scientifique, mais comme un système de croyances personnelles, ça change tout. Ça redonne à chacun le pouvoir de choisir. Et c'est qu'une croyance qui est incroyablement résiliente. Ce qui est fou, c'est qu'on voit aujourd'hui des coachs qui reconnaissent les dangers de la positivité toxique pour mieux vendre des programmes basés sur exactement les mêmes principes. La critique est devenue un argument marketing. Finalement, peut-être que le débat vrai ou faux n'est pas le plus important. Peut-être que la vraie question qu'on devrait se poser est plus personnelle. Est-ce que cette façon de penser aide à se sentir mieux, à passer à l'action, à être plus optimiste, ou est-ce qu'au contraire, elle mène à la passivité, à la culpabilité et au déni de la réalité ? La réponse, au fond, elle appartient à chacun.